Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis soirs en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, comme tous les lundis soirs, où on va partager nos avis sur le football européen, le football mondial en l'occurrence là cette semaine, c'est trêve international. Donc on va en parler un petit peu. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat, bonsoir au Cotonou First, ouais c'est vrai, c'est toi, bravo. Et bonsoir au JCRM, bonsoir à tous, c'est trêve, c'est de la grosse je suis fâché, moi aussi. Mais j'ai quand même voulu Forza Italia, Forza Retegui. Ouais. Mais en espagnol, t'aurais pu le dire, parce que Retegui en italien, comme tu le disais récemment, c'est pas ça encore. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Oui, donc moi aussi, vous savez que c'est pas ma tasse de thé, la trêve internationale, mais il se trouve que j'ai regardé quelques matchs parce qu'il y avait des affiches qui m'interpellaient pour une fois. Donc voilà, en l'occurrence, et je vais commencer par ça, c'est France-Allemagne, bien sûr, et Angleterre-Brésil, qui était le même soir, quasi en même temps, ils se chevauchaient en tous les cas, parce que le Angleterre-Brésil commençait un peu plus tôt, dû au décalage horaire qu'il y a entre l'Angleterre et la France, enfin et cette partie de l'Europe, et le France-Allemagne donc se terminait un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai envie d'en parler parce que j'ai vu deux matchs complètement différents et j'ai passé un bon moment, j'ai passé un mauvais moment, tout ça en même temps, c'était assez bizarre. Ensuite, après ça, on va parler aussi probablement de l'Italie, etc. Mais justement, je voulais me demander un petit peu, maintenant qu'on est à 3 mois de l'Euro, c'est ça, on est au mois d'avril, donc avril, mai, juin, c'est ça, c'est 3 mois. 3 mois de l'Euro, quels sont les favoris qui sont restés favoris depuis le début, depuis la dernière Coupe du Monde, et où ceux qui sont devenus favoris ou outsiders juste derrière. Donc voilà, on va faire un petit peu le détail là-dessus. Puis moi j'aimerais bien votre avis surtout parce que moi je vais vous donner le mien, mais j'aimerais bien votre avis. Et enfin, dernier petit sujet parce que ça me gonfle en fait. C'est les JO de foot. Est-ce que vous aimez? Je dis les JO de foot parce que bon, je vous parle pas sur les JO. Les JO c'est très très bien. Enfin pour les passionnés de sport, c'est super. C'est des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui la plupart du temps ne gagnent rien et ont tous les 4 ans l'opportunité de montrer au monde entier leur savoir-faire et leur talent absolument exceptionnel. Donc, je parle pas de ça, mais je parle bien du foot au JO, en fait. Est-ce que vous aimez? Parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de nous bourrer le mou avec ça. Et vas-y que nanani, surtout en France. Bon, en même temps, c'est normal, c'est des JO en France. Mais moi, ça me gonfle, en fait. Et je voulais vous en parler. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires. Si Aguente dit au Cotonou, je sais pas ce que ça veut dire en espagnol, mais ça doit vouloir dire la même chose que Forza Retegui. Si j'adore les matchs amicaux, surtout France-Allemagne, magnifique. De qualitat. L'Argentine a gagné 3-0 contre le Salvador. Bon, bah ça, tu vois, voilà, ça sert à rien. Il faut pas en parler. Parce que c'est le Salvador, pas parce que c'est l'Argentine. En favori, la France et l'Angleterre. En gros outsider, l'Allemagne de Nagelsmann, ça prend une bonne tournure. Je préfère le tir à l'arc, dit au Cotonou au JO. Le foot au JO, inintéressant. Je préfère regarder le tennis de table, l'escrime, l'athlétisme, la natation. Ouais, absolument, des sports qu'on voit pas souvent. Alors bon, je suis d'accord pratiquement sur tout sauf la natation. La natation, c'est... Enfin, je sais pas. Bon, la discipline reine, le 50 mètres nage libre, ok. Après, le reste, c'est super relou, je trouve. Mais bon, banger la natation, dit au JCRM. Je respecte. Chacun ses goûts. Vous faites ce que vous voulez. Oui, donc on va commencer par la France. Si tennis de table, ils sont chauds. Ouais, avec les deux jumeaux, là, ou les deux frères. Je sais plus s'ils sont jumeaux ou s'ils sont juste frères. Mais oui, eux, ils sont un peu chauds, ouais. Ils ont été ils ont été entraînés par leur papa en plus, pas du tout dans le sérail de la Fédération française de tennis de table. Bref.
On y va, on va commencer donc par France, Allemagne et Angleterre, Brésil. Pourquoi est-ce que je dis deux mondes? C'est comme ça que j'ai titré ce... Ouais. Oui, au Cotonou, c'est ça, les gens qui portent des lunettes, les deux qui portent des lunettes. Pardon. France-Argentine et Angleterre, France-Allemagne, pardon, je suis obsédé. France-Allemagne et Angleterre-Brésil, deux mondes parce que, très honnêtement, j'ai commencé à regarder Angleterre-Brésil parce que je voulais voir. Pour moi, l'Angleterre, on va en parler juste après, c'est probablement l'équipe favorite, si je dois en tirer qu'une seule, de l'Euro 2024. C'est vraiment une équipe qui est complète quasi à tous les postes, excepté dans les cages, je pense. Pickford, c'est pas génial. Après, sinon, franchement, ils ont des latéraux qui sont très très forts, dont un à gauche, qui s'est blessé, Walker. Mais sinon, c'est du très très lourd. À droite, Chilwell ou des gars comme ça, ça peut faire le travail. Hein. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. En défense centrale, quand il n'y a pas Maguire et qu'il y a Stones, c'est mieux. Quand il y a Maguire, mais voilà. Et au milieu de terrain, en revanche, c'est ultra fort. Declan Rice, c'est vraiment chaud. Bellingham, j'en parle pas. Des joueurs comme ça. Et puis devant, Saka, en tous les cas. Harry Kane. Et puis après, sur l'aile gauche, moi j'adore Gordon, je vous le dis depuis le début de saison, c'était sa première sélection, le match qu'il fait contre le Brésil pour sa première sélection, c'est stratosphérique, ce gars-là, moi il me fait halluciner. Donc voilà, c'était sa première sélection avec Léa, bien sûr, parce qu'elle a été vainqueur de l'Euro Espoir l'année dernière. Donc là, il peut faire doubler cette année. Hein. Il peut se taper les 2 euros d'affilée, donc ce serait quand même assez spectaculaire. Mais oui, donc voilà. Donc c'est vrai que l'équipe d'Angleterre, elle fait peur quasi à tous les postes. Hein. C'est très très chaud. Et puis j'avais oublié Phil Foden en plus de ça. Donc t'as Foden, Bellingham, Harry Kane, Saka, Gordon, Declan Rice, Stones, Walker, etc. C'est une équipe qui fait peur. Autant je rigolais souvent des Anglais pendant des décennies, parce que ils sont marrants, ils sont drôles. Même avec les Lampard, Gerrard, etc., il se passait rien. Alan Shearer, Michael Owen, tout ça, il se passait jamais rien. Mais là, cette année, j'ai bien l'impression quand même que ça va être très compliqué d'aller les chercher. Donc, au JCRM, tu as tout à fait raison. Match incroyable, je suis tout à fait d'accord. C'était un ping-pong sans arrêt. Le Brésil en face pour le premier match du sélectionneur dont j'ai perdu le nom. Un super match, en plus avec pas mal d'absents. Neymar qui est pas là, Casemiro qui est pas là, Marquinhos qui est pas là, les deux goals, Ederson et Alisson qui sont blessés. Et pourtant, super équipe. Après, ils ont une attaque. Et puis on a vu le petit Hendrick qui est rentré. Donc, et qui a marqué et qui a fait gagner le match au Brésil. Après, le score ne dit pas vraiment l'intensité du match. 1-0, franchement, c'est un match qui aurait dû se terminer à 3-3 ou 4-3 pour une équipe, et ça aurait très bien pu être l'Angleterre. Donc voilà, vraiment, c'est du très très haut niveau ce que j'ai vu. Je regardais et je me disais, mais c'est un match international ça, avec un entraîneur, un sélectionneur en l'occurrence au Brésil, c'est son premier match. Ce que j'ai vu de tous les joueurs sur le terrain brésilien, c'était incroyable, vraiment. Beraldo en défense centrale, c'est autre chose que Beraldo sur le côté gauche, n'en déplaise à Luis Enrique, même si ces derniers temps il l'a remis un peu dans l'axe. Comment il s'appelle, le milieu de terrain de Newcastle, ancien milieu de terrain de Lyon, c'est incroyable ce qu'il a fait comme match, mais c'est incroyable, c'est vraiment fou. Guimarães, t'as tout à fait raison, JCRM. Paqueta, super match. Vinicius, Rodrigo. Rodrigo peut-être un petit peu en retrait, mais dès qu'il touche la balle, t'as tellement peur que ça fige un peu tout le monde. Vinicius, extraordinaire match. Non, franchement, c'est du très très lourd. La défense centrale, Bruno, là. Le gars, il sort de je sais pas où. Ils ont une défense centrale complètement, on va dire, expérimentale avec Beraldo. Ils font un match, mais stratosphérique. Donc, non, franchement, extraordinaire. Vraiment. Et même le goal a fait une bonne partie. Donc franchement, vraiment très très bon. Et j'ai adoré l'Angleterre, j'ai adoré le Brésil. C'était un superbe match. Et puis, à la 60e minute, je pense, ou à la 45e, c'était à la mi-temps,
est un sacré banc côté brésilien. Tu as tout à fait raison, au JCRM. Je suis tout à fait d'accord. C'est du très très lourd ce qu'il y a sur le banc. Hein. Tout ce qui est rentré là pendant le match, mais des deux côtés, hein, en Angleterre aussi. Hein. Le Brésil, ils ont joué contre l'Angleterre au Cotonou Joe. Et en l'occurrence, le Brésil et l'Angleterre ont un banc de jobards. Tu vois, alors je suis pas fan de Rashford. Moi, je trouve ça y est, on l'a perdu pour le football. Ça change pas que ça reste quand même un bon joueur pour l'instant. Je trouve qu'il baisse de plus en plus, mais voilà. Et en l'occurrence, quand tu as Rashford sur le banc, enfin, ils font rentrer des joueurs, c'est l'espace, hein, l'Angleterre aussi, hein. Au milieu de terrain, en défense, etc. C'est du très très lourd. Donc voilà, l'Angleterre m'a impressionné, le Brésil m'a impressionné. Bon, on verra bien en 2026 hein, si le Brésil est vraiment au niveau. Le petit Hendrick, on voit que, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a du ballon, alors un peu trop, mais en tous les cas, il a beaucoup de caractère. Hein. C'est-à-dire que le gars rentre, c'est l'Angleterre, c'est sa première sélection. C'est pas sa première sélection d'ailleurs, c'est sa deuxième ou troisième sélection, mais bon, t'es à Wembley. Il commence virgule, il tente un grand pont en virgule, il tente des petits ponts, il fait des talonnades et finalement il marque un but totalement valable hein, parce que effectivement au départ de l'action Vinicius est couvert, puis on a l'impression qu'il n'est pas couvert parce que Hendrick lui il est hors jeu. Il est devant le défenseur qui couvre Vinicius, mais ensuite il revient intelligemment, c'est un footballeur quoi, faut pas déconner, mais il revient derrière la balle, et donc il n'est pas hors jeu sur la passe de Vinicius, donc non, franchement, pas mal, et il aurait pu en marquer un deuxième, en contre tout à la fin du match, il perd un tête-à-tête, et il aurait facilement pu en marquer un deuxième. Après, bon, tu peux pas lui en vouloir. Mais en tous les cas, il est sacrément trapu. Moi, c'était la première fois que je l'ai vu jouer. Je le connaissais pas. Enfin, je veux dire, je l'avais pas vu jouer au Brésil. Et effectivement, ouais, je pense que ça peut être sympa maintenant. Je trouve qu'il a un physique un peu, comment dirais-je, je sais pas s'il n'a pas une hygiène de vie vraiment parfaite, s'il va pas avoir tendance à peut-être prendre un petit peu de poids. Alors, s'il termine comme Ronaldo, le vrai, c'est pas grave, c'est pas du tout un souci. Maintenant, voilà, faut faire attention parce qu'on dirait qu'il joue quand même beaucoup sur ses appuis. Et bizarrement, il m'a fait penser un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais à Sergio Aguero dans la physionomie qu'il a et même dans la prise d'appui. Alors un peu plus technique et plus explosif, peut-être pas plus explosif, mais plus technique, je trouve, que Sergio Aguero. Mais les mêmes appuis, les mêmes façons de se déplacer, puis même le même physique un peu trapu, avec un fessier très volumineux, donc quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'appui sur le sol, donc très compliqué à bouger. Donc ouais, ça va être intéressant de le voir évoluer, donc vraiment. Au Cotonou Joe qui nous dit, ah oui, c'était quoi le score? 1-0, but d'Hendrick contre du Brésil à Wembley en Angleterre, donc vraiment bien. La dernière victoire du Brésil en mondial 2002, ça commence à dater pour un pays comme le Brésil, c'est même leur dernière finale, ouais, absolument, je suis d'accord. Vini, Rodrigo, Mbappé, Hendrick, plus Rossellou, les places en attaque la saison prochaine au Real, ça va être un gros bouchon, oui, c'est clair. Après Hendrick, je pense qu'ils le prennent à cet âge-là, et parce que ils vont faire un petit peu comme Vinicius et Rodrigo, c'est-à-dire pas forcément les intégrer tout de suite dans l'équipe première, ou en tous les cas vraiment avec parcimonie, un peu comme Arda Güler cette année, même si Arda Güler ça a été plus dû aux blessures qu'autre chose. Donc voilà, je pense que Arda Güler et Hendrick, c'est le futur. Le présent, c'est Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ils vont rentrer petit à petit, et puis dans 3-4 ans, ils vont être les titulaires avec Mbappé, parce que forcément, à un moment donné, le Real va être obligé d'en vendre quelques-uns. Hein, tu peux pas garder tout le monde, mais dans un premier temps, voilà quoi. Vini, Rodrigo, peut-être le prêter, je pense, Hendrick au départ. Vini avait été prêté, il me semble. Il me semble pas, hein. Vinicius, il me semble pas. Je crois qu'il était resté tout le temps. Hein. Mais j'ai peut-être raté un truc, hein, c'est très possible, hein, mais voilà. Italie-Équateur 2-0, c'est beau. Ah, c'est en ce moment là? Non, si, c'est possible. Peut-être raté un truc. Mais ils ont gagné l'Italie. Mais non, ils ont joué hier. Mais oui, ils ont joué hier 2-0, ils ont gagné, but de Barella et but de Retegui à la 2e minute. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, je me suis dit, attends, il rejoue, c'est bizarre. J'ai oublié que c'était l'Équateur.
Donc oui, donc Hendrick, plutôt pas mal. L'équipe du Brésil, vraiment, vraiment sympa à voir. L'équipe de l'Angleterre aussi. Et ils confirment pour moi leur statut vraiment de favori un peu tout seul de l'Euro. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui est au-dessus de tout le monde, vraiment. Donc voilà, après, le seul bémol, hein, toujours, c'est le sélectionneur. C'est un sélectionneur qui ne sait pas gagner, qui sait même perdre traditionnellement, hein, qui a perdu énormément en tant que joueur. Donc voilà. Ah voilà, ouais, c'est ça, il jouait à la Castilla, voilà, c'est ça que tu dis au JCRM. Pas prêté, mais il avait commencé à la Castilla, ouais, avec Zizou. Il me semble que c'était encore Zizou à ce moment-là. Donc voilà, et Zizou, après, quand il l'a intégré, quand il a été intégré à l'équipe A, a priori, lui a dit t'as tout, mais le gros problème, avec Ancelotti d'ailleurs, le gros problème c'est que tu fais tout trop vite en fait, et que quand tu arrives devant le but, en fait, c'est là où il faut que tu ralentisses. Donc voilà, c'est ça qu'ils lui ont appris, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire les bons choix, parce qu'avant il faisait tout le temps les mauvais choix. Voilà, c'était un Lucas bis Vinicius, en meilleur quoi, mais quand même un Lucas. Tu tires quand il faut pas, tu passes quand il faut pas, bref, 100% du temps, tu te rates. Voilà. Et puis en face, donc à 45e minute, je crois, plus exactement, après la mi-temps, démarre le match de l'équipe de France. Et là, première action, donc, passe de Toni Kroos sur l'engagement, passe de Toni Kroos, 2 faux appels pour absorber la défense française, mais Wirtz qui fait un appel contre appel. Donc c'est travaillé, hein, ils l'ont dit, hein, c'est travaillé à l'entraînement. Hein. Ils savent que l'équipe de France a tendance à reculer. Bref, ils ont fait un truc. Ils ont fait 2 faux appels pour emmener la défense, 3 même. Et Wirtz, en fait, fait un appel contre appel. Il récupère la balle tout seul. Il n'y a personne qui monte sur lui parce que c'est la première minute, que les gars ne sont pas réveillés. Bam, la frappe. Merci, c'est gentil. Le but, il est extraordinaire. Bon, c'est Florian Wirtz, quoi. D'ailleurs, son match est absolument extraordinaire, hein, Florian Wirtz. Mais voilà, je trouvais l'Allemagne pas mauvaise. Maintenant, voilà, déjà ça piquait les yeux, première chose, entre France, Allemagne et Angleterre, Brésil, ça piquait vraiment les yeux, c'est-à-dire qu'après le but, j'ai fait ok, c'est bon. Je suis repassé sur Angleterre, Brésil, et j'ai terminé la deuxième mi-temps, et j'ai repris France-Allemagne après. En fait, parce que je me suis dit, non, je vais pas rater un match super pour une espèce de purge. J'ai regardé 5 minutes, j'ai fait, ah ouais, non, là, les Français, ils sont partis mode, c'est horrible à regarder, non, c'est bon, ça y est. Donc j'ai terminé le match Angleterre-Brésil, et puis ensuite, je suis revenu à la fin de la deuxième mi-temps sur le match de l'équipe de France, donc il me restait plus d'une mi-temps à regarder. Hein. Donc voilà. Effectivement, c'était le retour de Toni Kroos, et tu as tout à fait raison, au JCRM, le milieu Wirtz-Kroos, ça, c'est dangereux, hein. Franchement, c'est vraiment dangereux, parce qu'il y en a un qui a la vivacité, le talent, la frappe, etc. Il a tout. Et puis, tu as Toni Kroos qui, lui, fait... là, il se transforme vraiment en Andrea Pirlo, je trouve, sur la fin de sa carrière. C'est-à-dire c'est un vrai quarterback, quoi. Et c'est tout ce qu'il fait, on lui demande pas grand-chose d'autre. Il avait arrêté sa carrière internationale, premier match où il revient, bam bam, merci, tu vois tout de suite qui c'est le boss. Et ça c'est hallucinant, quoi. Et c'est vrai que je sais plus où est-ce que je lisais ça, je crois que c'était sur X. Mais il disait qui c'est qui disait je me demande si c'est José, oui, je crois que c'est José Mourinho qui disait ce que le Barça fait en 50 passes, Toni Kroos le fait en une seule. C'est exactement ça, en fait. Toni Kroos, c'est fou, cette capacité. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'il est un peu lent, etc. T'as un petit peu de mal, des fois, où tu te dis, quand le rythme est vraiment très, très élevé, style, quand il joue contre, je sais pas, des équipes électriques comme Liverpool, qui est vrai, quand ils étaient vraiment au sommet, ou Manchester City, ou des équipes comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est galère, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de mal. Mais en fait... Quand en revanche il a un tout petit peu de temps et qu'il a des gens autour de lui qui travaillent pour lui, mais c'est dramatique. Donc voilà. C'était Lopetegui qui l'avait mis en équipe première et il a joué beaucoup plus après avec Solari, Vini. Ah ouais, bah écoute, là, j'en ai raté. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là en fait. J'ai l'impression que c'est pas si lointain que ça. Parce que Lopetegui Solari, ouais, c'est quoi? C'est 3 ans? Oh, remarque, c'est 3-4 ans. C'est entre Ancelotti. Non, c'est à la fin de Zidane. C'est à la fin de Zidane et avant le retour de Zidane, en fait. C'est ça, il me semble. Bref.
Hendrich aussi a fait un sacré match. Il est arrivé en 2018, Vini, c'est ça, ouais. Donc il arrive, en fait, Zidane s'en va après son triplé. Ensuite, tu as Lopetegui Solari, catastrophe. Et ensuite, tu as le retour de Zidane. Et c'est là où Zidane, voilà. Cotonujo qui nous dit Kroos, il a 60 ans, non? Bientôt. Mais il s'en approche en tous les cas, ça c'est sûr. En tous les cas, voilà, toujours la même coupe de cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, Toni Kroos, je pense, première saison Bayern, le gars, enfin, il a joué avant au football, mais première saison au Bayern, je pense que le gars a la même coupe de cheveux que maintenant, en 2024. C'est une coupe de cheveux intéressante, probablement que dans le nord de l'Allemagne, ça doit être très fashion. Ça ne change pas que, bon, il aurait peut-être pu évoluer avec son temps, parce que bon, c'est un peu passé, c'est daté. Sa coupe de cheveux est datée. Vous regarderez, mais sa coupe de cheveux est datée. Hein, je ne chambre pas, parce qu'on peut avoir le même avis sur moi, c'est pas le problème. Je dis juste que c'est compliqué. C'est une grève de cheveux. C'est possible, hein, parce qu'il a ce contraste entre des cheveux très très courts sur le côté et très très longs au-dessus. C'est assez bizarre. Bref. Donc oui, 2019, Rodri et Hazard arrivent. Ah ouais. Je pense que c'est le talent d'Hazard qui a éclipsé tout ça pour moi, je pense. Je me souviens plus des arrivées de Vinicius et de Rodri, parce que Hazard a tellement été une étoile filante, un soleil même, carrément, on peut dire un soleil au Real, que bah ouais, tu ne peux que voilà, te fixer là-dessus. Parce que, bref, on en a déjà parlé ici, mais des plantés au Real dans les transferts, des transferts à 100 millions, mais il y en a eu un sacré paquet quand même. Hein. Et au Real, ça passe. Hein. Tu fais ça au Paris Saint-Germain ou tu fais ça à Manchester City, ou même au Barça, hein. C'est un carnage. Hein. Au Real, ça passe, en fait. C'est pas grave. Owen, on s'en fout. Bon, Gareth Bale, encore, il a servi, même si ça a été, on va dire, épisodique, mais il a servi. Mais Hazard, Michael Owen, qu'est-ce qu'il y a eu comme transfert de fou? À Faubert, Julien Faubert. C'est pas 100 millions, mais c'est comme si tu avais dépensé 100 millions. Le fait d'avoir transféré Julien Faubert. Jovic, absolument, tu as tout à fait raison, OGC. Tu fais ça dans n'importe quel club italien. Hein. C'est un scandale. Mais quand je te dis c'est un scandale, c'est un scandale. Tu transfères un joueur à 100 millions à Milan et ça donne Eden Hazard ou Michael Owen, mais c'est une catastrophe. Bon, c'est arrivé une fois à Milan, c'est Redondo, que Milan avait récupéré du Real, le Redondo incroyable de la Champions League 98. Et en fait, Redondo se blesse blessure sur blessure à Milan. Et en fait, à un moment donné, il a tellement honte qu'il demande à Milan de ne plus le payer. Donc il dit, je suis désolé, mais en fait, je ne peux pas jouer. Donc si je ne joue pas, c'est pas normal que vous me payiez. Donc il a carrément demandé à Milan d'arrêter de le payer, tellement il était blessé. Et ça, c'est la classe. Tu vois, donc on s'est planté, mais on s'est planté avec un gars qui a la classe. Donc ça change tout. Tu vois, c'est pas pareil. Jovic 60, 45 Rodri. Ouais, après, Rodri et Vini, et comme Hendrick, c'est des joueurs, tu vois, le Real a compris qu'il ne pourrait pas aller chercher des très gros stars comme les clubs anglais. Donc maintenant, ils recrutent des très très bons jeunes entre 40 et 50 millions d'euros. Ce qui est énorme parce que Hendrick, il est prépubère. Hein. Donc, je veux dire, 60 millions d'euros pour Hendrick, c'est monstrueux. C'est un gars qui n'a rien montré en Europe encore. Vinicius et Rodri, c'est la même chose. Ils avaient strictement rien montré. Ils les ont payés 45 et 40 millions, un truc dans le genre. C'est monstrueux. C'est des paris. Bon, c'est des paris réussis, mais à un moment donné, quand même, avec Vinicius, moi, je n'étais pas sûr que le pari, il allait réussir, hein, parce qu'il était quand même sacrément bête. Hein. Enfin, je veux dire, dans le foot, hein, en QI foot, je parle pas du reste, je sais pas, il est possiblement très bête, ou possiblement très intelligent, je ne sais absolument pas. Donc voilà, bref. Le Barça le fait aussi, mais ça marche pas. Roquet, un gros flop. Ouais, tu trouves? Il joue un peu quand même. Il a marqué même un but là. Après, c'est sa première saison, il arrive en hiver. Pour l'instant, je comprends ton, ton madridisme au JCRM, mais pour l'instant, honnêtement, lui, Roquet, je n'arriverai pas à le juger. Bon, il m'a pas impressionné quand il est rentré, contrairement à Hendrick, là, qui m'a un peu plus impressionné en tous les cas. Maintenant, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. J'attends de voir une saison complète avec préparation, intégration des systèmes et tout, parce que là, arrivé au mois de janvier, un Brésilien, bon, heureusement, il arrive à Barcelone, il n'arrive pas à Lille. Parce que bon, tu arrives à Lille au mois de janvier, je pense que le gars, tu le vois pas pendant 6 mois.
Déjà, il sort pas de chez lui, donc voilà. Mais ouais, l'équipe, elle finit en série C avec un flop à 100 millions. Oui, ah bah c'est clair. Un club italien qui fait ça, c'est sûr, c'est série C. Merci, dépôt de bilan, c'est gentil. Et ils prennent 40 points de suspension. Hein. En Italie, on rigole pas. Le Barça le fait aussi, mais ça marche pas. Ouais, alors, au Chelsea, c'est rempli de flops, absolument. Le pari est loupé avec Régnier, par exemple, pour le Real. C'est qui Régnier? J'ai raté un truc, je sais pas. Chelsea, c'est vrai que c'est le flopistan. Là, en ce moment, Chelsea, c'est le flopistan. Et d'ailleurs, ils ont enchaîné des très gros transferts qui ont échoué complètement, du type Shevchenko, Fernando Torres, des gars comme ça. C'était incroyable, la transformation de ces joueurs-là qui étaient au sommet à Milan et à Liverpool, et qui sont, quand ils sont arrivés à Chelsea, tout d'un coup, sont devenus des joueurs, mais vraiment plus que moyen. Enfin, je pense que JCRM a un regard un petit peu plus précis que nous, parce que moi je suivais Chelsea, mais de façon un peu généraliste. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était des flops de l'espace, Shevchenko et Torres, hein, par exemple. Ils ont Chelsea, ils sont forts en flop. Hein. Ils font du gros flop. Alors là, les 3 dernières années. Les 2 dernières années, pardon, depuis Bouli, là, c'est mais catastrophique. Catastrophique. T'as 2-3 gars qui s'en sortent et c'est ceux qui ont payé le moins cher. Les Gallagher, les gars comme ça, qui sont eux, ça va, tu vois. Bah alors ceux qui ont payé 100 millions, là, mais c'est des catastrophes, les joueurs. Bref. Régnier, le jeune Brésilien, prêté partout, mais qui ne marche jamais. Ah bah c'est pour ça, alors, que je ne connais pas. Le 20 janvier 2020. Le Flamengo et le Real trouvent finalement un accord pour le transfert de Régnier. Le milieu de terrain signe pour 6 saisons jusqu'en 2026 avec le Real, pour un montant estimé entre 30 et 40 millions d'euros environ. Le montant de sa clause, 7,8. Ok. C'est, en tous les cas, il est à Frosinone. Ah bah oui, mais Frosinone, ils ont décidé de faire une équipe de prospects à Frosinone. Le mieux, c'est Caio Jorge, là, de la Juve. Toi, t'as que des... En fait, Frosinone, c'est ton équipe, en vrai. T'as que des joueurs, t'as que des prospects de tous tes clubs qui sont à Frosinone. Donc, voilà, bon, bref. Et Caio Jorge aussi, c'est quand même une sacrée arnaque. Je sais que Milan voulait le recruter à un moment, et la Juve, en fait, a surenchéri sur Milan, et c'est vous qui l'avez recruté. Et bah, c'est bien. C'était une bonne idée. Fallait le faire. Parce qu'il est nul, lui. Lui, il est vraiment pas bon. Donc voilà. Bref. Frosinone, c'est la Juve B, absolument. Tous les jeunes de la Juve, ils sont là-bas. C'est incroyable. Bref. Voilà, en tous les cas, vraiment 2 mondes entre l'Angleterre et le Brésil. Et le France-Allemagne, l'équipe de France a été vraiment insignifiante. Alors après, l'équipe de France, c'est une bête de compétition. Et ça fait très longtemps maintenant, depuis, je pense... Mathias Soulé, c'est fort en revanche au Cotonou. Très très fort. T'as vu le but qu'il a marqué là avec l'Argentine? Maman, c'est quoi ce but? Mais même comment il a eu même l'idée de mettre un but comme ça? C'est fou, quoi. Donc l'année prochaine, c'est vrai que je voyais les espèces de projections de la Juve. Alors bon, si vous avez Allegri, ça changera rien. Mais tu mets Soulé, Chiesa, Vlahovic, les 3 en bonne santé, ça peut être compliqué. Hein. Il manque plus qu'un vrai milieu de terrain derrière, c'est-à-dire un gars, pas que des besogneux, parce que Rabiot, Locatelli et McKinney ou des gars comme ça qui sont franchement... ça casse pas 3 pattes à un canard. En fait, si tu veux, le milieu de terrain de la Juve, dans le 4-3-3, les 3 joueurs sont bons, mais il en faut qu'un seul dans un milieu, des joueurs comme ça. Voire 2, et encore, je suis même pas sûr. Il faut un milieu relayeur à la Rabiot, à la McKinney ou à la Locatelli. Il faut une vraie sentinelle que la Juve n'a pas. Il n'y a pas de meneur de jeu devant la défense. Je sais pas, type Çalhanoğlu à l'Inter, Reinders ou Bennacer au Milan. Je sais pas, on va prendre... c'est quoi les autres équipes un petit peu hype en Italie par exemple, au Napoli, t'avais Lobotka, l'année dernière, hein, parce que bon, cette année, c'est pas la même histoire. Mais voilà, la Juve n'a pas ce genre de joueur. Et un milieu créatif. Un gars qui fait quelque chose, quoi. Tu vois, tu veux pas un Loftus-Cheek à Milan,
voilà, un Barella à l'Inter, des joueurs comme ça. Et la Juve n'a pas. Ils ont que 3 milieux relayeurs travailleurs. Donc c'est très limité. Ça aussi, ça pose vraiment problème dans la création du jeu à la Juve, parce que devant, ils ont une très bonne attaque. Hein. Même si en ce moment à droite, il n'y a pas Soulé, c'est pas grave. Tu as quand même des joueurs qui savent jouer au ballon. C'est pas une catastrophe, quoi. Et Chiesa, Vlahovic, ça devrait suffire en fait. Donc voilà, Milan avec juste Leao, ou tu vois, à un moment donné, il faisait ce qu'il fallait, quoi. Et avec Saelemaekers à droite ou Messias, on faisait mieux que la Juve d'Allegri. Donc bon, t'as pas besoin de 3 stars devant, mais voilà, il y a un vrai problème à la Juve dans le milieu de terrain. Ils ont que des joueurs qui se ressemblent. Même sur le banc, ils ont des joueurs qui se ressemblent. Donc tu t'as jamais rien de vraiment fou, quoi. Il se passe rien de bien. J'aime bien Cambiasso, qui joue pas vraiment au milieu, mais qui amène quelque chose. Moi, je trouve qu'il a du talent. Soulé, ça peut être pas mal. Voilà, tu vois, il y a du potentiel en revanche. Hein. Ouéa, je sais pas ce qu'il fait là. Honnêtement, je sais pas. Tiens d'ailleurs, toi au JCRM, je sais pas si toi t'en penses quelque chose. Mais moi, Ouéa, depuis que je le vois jouer à Lille, tout ça, je sais pas ce qu'il fout là. Ce gars-là, il est gentil, mais c'est un gars de, tu vois, milieu de tableau Ligue 1, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il fait là, en fait, Weah, à jouer à la Juve, et puis tout le monde se papouille. Alors, ok, Chiesa, il a un nom, mais au moins, c'est un vrai joueur de foot. Weah, il est bien gentil, mais enfin bon, c'est un joueur moyen. Ou alors, il va jouer à Hellas Vérone, ou un truc comme ça, tu vois, mais c'est tout, quoi. Il a rien à foutre dans une équipe de la Juve, ou c'est moi, enfin, je sais pas, mais... Bref. Le pire, c'est le défenseur de Lille qu'on a pris et qui joue jamais. Ah oui, comment il s'appelle lui? Oui. Bon, ça c'est pareil, tu sais pas pourquoi. Ça c'est des transferts énigmatiques. Diallo, voilà. Donc voilà. OF Session, ouais. Peut-être que le F Session quand même c'est trop bas. Mais je te dis, milieu de tableau, Ligue 1, allez, peut-être 6e place Ligue 1, 10-12e Serie A. Voilà, à peu près. Ce qui est à peu près le niveau, l'écart entre les deux championnats. Donc voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu là. Je me suis perdu sur la Juve. Mais ça change pas que voilà, la France est une bête de compétition. Et ça fait très longtemps qu'on joue mal au foot. On joue pas bien au foot. Depuis peut-être quelques matchs à l'Euro 2016. Le France-Argentine à l'Euro 2018 et la finale de Coupe du Monde contre la Croatie. Ok, c'est 2 matchs, ça va. Coupe du Monde 2022, s'il n'y a pas le match contre l'Argentine, en fait la Coupe du Monde elle est éclatée au sol. On est solide, mais on se fait marcher dessus par l'Angleterre. On domine quasi aucun match. On est super solide, quoi. C'est tout. On est ultra fort physiquement. Et quand on a une occasion, on la rate pas parce qu'on a des gens très forts techniquement, offensivement. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, c'est une équipe qui joue pas au foot et qui n'a jamais été impressionnante dans les matchs amicaux ou à de très rares occasions, et surtout pas contre les grosses équipes. On croise l'Espagne en finale de Ligue des Nations, on se fait taper. On croise l'Allemagne 2 fois en 6 mois, on se fait taper les 2 fois. On croise l'Argentine en finale de Coupe du Monde, on se fait taper. Bon, ça c'était un peu à part. Mais je veux dire, dès qu'on croise une très grosse... Alors, et les gens vont me dire, ah oui, mais il y a les Pays-Bas. Oui, mais les Pays-Bas, c'est pas une très grosse nation de foot en ce moment. Et c'est malheureusement, leur palmarès disent que c'est pas une très grosse nation de foot. donc voilà. Mais oui, c'est pas, tu vois. Et finalement, à part ces équipes-là, on n'a jamais vraiment croisé. Contre l'Angleterre, on gagne, mais c'est un scandale qu'on gagne. Contre la Belgique, on gagne en 2018, mais c'est un scandale qu'on gagne. C'est des matchs, tu les rejoues 150 fois, tu les perds 149. C'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça que je me base pas sur ce que j'ai vu, le match famélique qu'ils ont fait contre l'Allemagne. L'Allemagne a tout approuvé, sort d'une période absolument terrifiante footballistique, une des pires depuis, je pense, le début du 21e siècle. Donc, ils ont tout approuvé. La France n'a strictement rien approuvé. Ils sortent de finale de Coupe du Monde, victoire en Coupe du Monde. Ils perdent au tir au but à l'Euro, et avant, ils avaient fait la finale de l'Euro précédent. Donc, c'est clairement la meilleure équipe du monde, on va dire, en termes de résultats, ces 10-15 dernières années. Donc,
Bah, ils ont rien à prouver, eux. Et donc, ok, ils se font marcher dessus, ils prennent un but dès la première minute. Donc, ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'on s'emmerde quand on regarde l'équipe de France. Ça, c'est sûr. C'est une constante. Voilà, s'il n'y a pas un éclair de génie de Dembélé, bon, c'est assez rare, de, de Kylian Mbappé ou de Griezmann, tu t'emmerdes tout le temps, quasi 100% du temps. Bon, voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui se passe. Maintenant, donc, je peux pas dire, ah bah ouais, on a perdu 2 fois contre l'Allemagne, l'Allemagne est favorite et la France, non. Non. Pour moi, l'Angleterre est au-dessus de tout le monde. Juste derrière, il y a la France. Et ensuite, derrière, il y a l'Espagne. Et peut-être à un niveau un peu moindre, je mets l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne parce qu'elle est chez elle et que c'est l'Allemagne. Et que tu peux jamais dire que l'Allemagne ne va pas être bonne dans sa compétition qu'elle organise chez elle. Et l'Italie parce que, bizarrement, c'est pas une belle génération. Mais en fait, ils ont un truc. Cette équipe a un truc dans le groupe. Tu vois. Spalletti a réussi à créer une alchimie, instigue une espèce de philosophie, et j'ai l'impression que ça prend. Ça va pas être fantastique, ça va pas être super beau, mais il y a un état d'esprit. Et il faut jamais sous-estimer l'Italie quand elle est dans une compète. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, elle n'est pas dans les compètes. Mais quand elle est dans les compètes, elle gagne. Donc voilà, elle va pas en Coupe du Monde. Bon, bah donc on peut pas savoir, mais elle va à l'Euro, elle prend l'Euro. Donc elle a son titre à défendre. Je trouve qu'il y a un bon état d'esprit. On ne sait pas. Moi, c'est ça, pour moi, l'ordre des favoris dans ma tête. Et après, encore derrière, peut-être les Pays-Bas, parce qu'ils ont une belle génération. Mais le problème des Pays-Bas, c'est que c'est jamais très stable au niveau mental dans les grandes compètes. Et puis voilà, et puis c'est tout, quoi. Donc en gros, c'est Angleterre, je sais pas ce que vous en pensez, mais Angleterre, ensuite derrière la France, ensuite encore derrière l'Espagne, et enfin, le groupe vraiment d'outsiders, c'est Allemagne-Italie. Et c'est tout ce que je vois en fait. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est les 5 gros. Bah ouais, c'est les 5 gros, en fait. Et le reste, ce sera que de la surprise, quoi. Y a pas, je vois pas la Belgique qui sont en fin de cycle, c'est terminé. Le Pays-Bas, c'est des beaux joueurs, hein, mais j'y crois pas. Et voilà, ils ont fait par exemple un super match amical. Reinders a mis un but de l'espace. Depay, je trouve qu'il devient de mieux en mieux. Bizarrement, je trouve que là, il est même limite à son prime. Je trouve que c'est là où je l'ai jamais vu aussi bon qu'en ce moment. Donc voilà. Après, la Croatie, c'est cramé, c'est fini. Là, vraiment, là, je pense quand même, n'enterre pas les Croates trop vite, dit au JCRM. Non, mais là, c'est pas possible. Mais oui, c'est vrai, pardon. Alors, je suis absolument désolé, Okutonujo, excuse-moi. J'ai oublié le Portugal, je suis complètement con. Le Portugal, bien entendu, est à la hauteur de l'équipe de France. Donc voilà, il y a Angleterre, France-Portugal, mais oui, je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. France-Portugal, et ensuite derrière, Espagne, et enfin Allemagne-Italie. Voilà, en tous les cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais la France, ça se repose pas sur des choses qui sont objectives, parce qu'en fait, tu ne sais pas. Mais ils ont un sélectionneur qui est un gagneur absolu. Ils ont des gens qui ont un talent absolument infini dans leur équipe. Mais c'est pas très stable. C'est pas beau, il n'y a pas de fond de jeu, c'est dégueulasse. Donc tu sais jamais avec la France, tu vois. Ils se font sortir par la Suisse la dernière fois. Une Suisse qui est pas géniale, même si, n'en déplaise à nos amis suisses. Oui, ils tapent la France, mais c'est pas fantastique, la Suisse de 7 euros-là. Ok, ils font une grosse perf en sortant la France en 8e. C'est vrai. Mais finalement, derrière, ça s'arrête vite. Ça s'arrête en quart. Donc voilà, et c'est pas une super génération de la Suisse. La Suisse a eu des meilleures générations que ça. Vraiment, ils ont leur meilleure performance limite avec une des moins bonnes générations de ces 20 dernières années. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon. Alors attends, on va faire un petit tour dans les commentaires parce qu'il se passe pas mal de choses. À droite, en ailier, Barcola a une belle place qui l'attend car Dembélé, c'est une vraie bouse. Bah, moi, je suis d'accord, mais je pense que Dembélé sera toujours titulaire. Barcola, après, bon là, il s'est blessé avec les espoirs, je crois. Donc, mais bon, c'est pas une blessure grave, donc voilà, il reviendra probablement, peut-être pour la Coupe du Monde. Mais oui, je sais pas. Je sais pas, Dembélé, il a une grosse cote. Après, Dembélé est pas du tout décisif, quoi. Alors, il fait des trucs, hein, mais il se passe jamais rien, quoi.
C'est incroyable. C'est très rare qu'il soit décisif, soit sur une passe décisive, soit sur un but, en équipe de France, je parle. Donc voilà. Les 15 dernières minutes de la finale, oui, c'était des belles minutes, c'est vrai. Et toujours le problème de l'arrière droit. Koundé plus possible et sans Grisou, très compliqué la France. Moi je mettrais Klose. Moi je mettrais Klose, Hernandez, Théo, et pas Lucas. Théo Hernandez à gauche. Après dans l'axe, tu te débrouilles, tu mets Konaté, Hernandez justement, pourquoi pas. Ou je sais pas, enfin bref, tu mets qui tu veux, des défenseurs centraux, il y en a 400 millions, tu mets Pavard et Hernandez par exemple, ça pourrait être très très bien ça. Un droitier, un gaucher, Pavard il est super fort dans l'axe, même si les gens pensent qu'il est pas fort, il est ultra fort, c'est juste qu'on l'a fait jouer latéral 250 ans, tu sais pas pourquoi, le pauvre, et pourtant il a réussi à gagner les Coupes du Monde et des Champions League en étant latéral droit, un rôle qu'il ne connaît pas. Mais en défenseur central, on le voit à l'Inter, le mec est super fort. Donc voilà quoi. C'est comme ça, tu le mets à droite, c'est bien. Et là, d'ailleurs, contre l'Allemagne, c'était bien. C'était très bien. C'est peut-être un des seuls qui est resté à son niveau. En parlant de la Belgique, et comme on était sur le Real, Courtois, la grosse tuile. C'est-à-dire, toujours ses ligaments croisés ou il y a une nouveauté? Parce que je sais pas. S'il y a une nouveauté, je l'ai raté. Mais sinon, ligaments croisés, oui, effectivement. Depuis 1966, nos chers Anglais, effectivement, n'ont pas gagné. Avec Deschamps, le beau jeu, tu oublies. La saison du titre avec Marseille, on se faisait bien chier, mais ça gagne. Oui, et vous aviez des bons joueurs, quand même. C'était agréable, parce que de temps en temps, il y avait des belles actions. Donc voilà. Du général, là, ou du colonel, je ne sais plus comment il s'appelait, celui-là. L'énorme problème de l'Italie, c'est que le 9, c'est Retegui ou Scamacca. L'Italie qui a gagné des euros 109, ce ne sera pas la première. Hein. Déjà, la dernière a gagné 109. Donc, c'est réglé. Ils n'ont pas besoin de 9. Ils n'ont pas besoin de 9. Ils ont... Voilà. Bref. Un Scamacca qui joue quasi essentiellement en remise. Enfin, je veux dire, ils ont gagné l'euro avec Immobilier. Le gars porte bien son nom. Je pense que c'est un des joueurs qui porte le mieux son nom. Donc, voilà, il sert à rien. Le mec ne sert à rien et c'est pas grave. Donc, en l'occurrence, je pense que si Scamacca, tu lui dis, écoute, tu fais pivot, tu crées de l'espace pour les gars comme Chiesa autour de toi, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande, en fait. Oublie pas le groupe de l'Italie, Espagne, Croatie et les pauvres Albanais. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi au JCRM, mais les trois, on est à l'Euro, les trois sont qualifiés. Donc, c'est pas très grave. En fait, tu peux pas ne pas être qualifié quand tu es une grosse équipe. C'est impossible. Impossible que tu sois pas qualifié. Parce que les Albanais, ils vont prendre. Et quoique, on ne sait jamais avec les Albanais, mais ils ont de l'orgueil. Mais les trois premiers sont qualifiés de chaque groupe. Pas de chaque groupe, parce qu'en fait, il y a quand même 2 groupes, je crois, sur 8, où ils ne sont pas qualifiés. Mais c'est sûr que l'Italie terminera. Enfin, le troisième de ce groupe-là terminera dans les meilleurs troisièmes. C'est quasi sûr. Enfin, je veux dire, c'est quasi impossible de ne pas sortir des poules à l'Euro. En fait, les poules à l'Euro, maintenant, c'est une phase de qualification qui n'a pas été finie avant, en fait. C'est juste ça. Donc voilà. Il y a toujours des gros bombers en Italie, mais là, il n'y a plus rien, effectivement. N'enterre pas les Croates trop vite. Non, mais bon, ils sont enterrés tout seuls, ils sont vieux, juste. Donc, c'est pas moi qui les enterre. La Belgique va revenir. Oui, elle va revenir, mais dans 20 ou 30 ans, je pense. C'était l'objectif de la Suisse de sortir la France, probablement. Après, ça drop le Mike qui se font sortir par l'Espagne, je crois. Oui, c'est vrai. Oui, aussi, mais Deschamps adore son Konaté, ouais. Moi, je préférerais Konaté aussi, tu as tout à fait raison, ou Pavard, ou Lucas Hernandez, ou bref. Mais c'est vrai qu'il adore Upamecano, qui est malheureusement, il n'est pas horrible intrinsèquement, je pense que c'est un bon défenseur. Mais je sais pas, là, dans la tête, il y a un problème. Il se foire une fois par match, en fait. C'est hallucinant. De retour à l'entraînement en février 2024, il se blesse à nouveau en mars, étant atteint cette fois d'une rupture du ménisque interne du genou droit. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je savais pas ça. Oui, mais tu finis 3e, tu auras un gros en 8e. Ouais, bon, c'est pas... C'est l'Euro, normalement. Normalement, déjà, je sais pas si tu te souviens de l'Euro 2000, la poule de la France, je crois que tu as Danemark, Pays-Bas, France et Espagne. Ça, c'est la poule de la France. Normalement, l'Euro, c'est comme ça, en fait. Il y a pas... C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré l'Euro à la Coupe du Monde. C'est qu'en théorie, t'as pas les îles Féroé ou je sais pas quoi. En théorie, t'as que du lourd direct. Il n'y a pas de négociation. Et c'est pour ça que c'est la meilleure compétition de football au monde, en fait, l'Euro. Normalement. Mais maintenant,
tu te retrouves avec des équipes éclatées au sol en poule, comme en Coupe du Monde, où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais jouer contre la Jamaïque? Mais pourquoi, en fait? Mais fais-les jouer en poule, puis ensuite, enfin en phase qualificative, et puis le meilleur, il vient nous voir, mais je vais pas aller jouer la Jamaïque. Qu'est-ce qu'on fout là, en fait, à jouer en Coupe du Monde la Jamaïque, en fait? Donc c'est pas, enfin moi personnellement c'est pas comme ça que je vois le foot. Bah, après il y a des gens qui disent oui mais c'est la fête, tout ça, ouais mais c'est la fête, super c'est la fête, mais bon le niveau technique c'est pas la fête en revanche. Hein. Donc voilà, c'est ça c'est le gros problème. Ouais. Normalement tu dois prendre des gros directs, c'est comme ça que tu gagnes l'euro. L'euro de mix, ah non c'est République Tchèque, t'as tout à fait raison. C'était pas l'Espagne, c'est Danemark, République Tchèque, France, Pays-Bas. Et la République Tchèque. Attention, c'est les champions en titre de l'Euro. En 96, c'est eux qui gagnent l'Euro contre l'Allemagne. Ah non, d'ailleurs, ils perdent l'Euro. Ils sont finalistes, pardon. Ils sont finalistes de l'Euro en 96. Je me souviens, but de Oliver Bierhoff de la tête. Absolument, on est là au JCRM, bravo. L'Espagne, on les joue en quart. Ouais, tout à fait, absolument. L'Espagne en quart. Et après Portugal en demi. Et Italie en finale. Tu vois, vraiment, bref. Tu vois, le délire, quoi, franchement. C'est l'euro, quoi. Voilà. Tu te tapes Pays-Bas, République tchèque, finaliste de l'euro, et Danemark, qui était les vainqueurs de l'euro précédent, hein, 92. 92, Danemark, 96, finale République tchèque. Et donc, tu te tapes aussi les Pays-Bas. Les Pays-Bas, à l'époque, attention, hein, c'était pas les mêmes Pays-Bas que maintenant. Pays-Bas Euro 2000, c'est Kluivert, Overmars, les frères de Boer, David, Seedorf, etc. Hein, attention, hein, c'est du très très lourd. Dennis Bergkamp et tout. Hein. Donc c'est du chaud. C'est pas les Pays-Bas là de 2022 où tu sais même pas. Ils sont même pas qualifiés. Donc voilà. Donc ouais, normalement c'est comme ça hein, que tu gagnes l'euro. Et là, je me souviens, mais même l'euro 2016 en France. L'euro 2016, j'avais acheté des places pour la demi-finale, je crois que je vous ai déjà raconté ça, à Lyon, en me disant ah ça va être pas mal, c'est un très très beau tableau normalement qu'il va y avoir. Résultat, je me suis retrouvé avec un Pays de Galles-Portugal en demi-finale de l'Euro. J'avais envie de me suicider. Parce que le Portugal était la pire équipe de l'histoire de l'Euro, je pense, avec la Grèce 2004, à peu près. Et en face, tu as les Pays de Galles. Il y en a 2 sur toute l'équipe qui sait faire un contrôle de balle. C'est-à-dire Gareth Bale et, comment il s'appelle, l'autre là qui joue à Arsenal, qui est tout le temps blessé. Bref, et là, tu hallucines, quoi. Tu te dis, ah ouais, je crois que les meilleurs, balles au pied à l'entraînement, à l'échauffement, véridique, hein, j'étais pas tout seul pour ce match, j'étais avec un de mes meilleurs amis, on regarde l'échauffement, les meilleurs des Pays de Galles, excepté Bale donc, et comment il s'appelle celui-là, bon bref, d'Arsenal, tous les autres, je pense que les gardiens de but sont meilleurs au pied que tous les autres joueurs du Pays de Galles. Ils sont en demi-finale de l'Euro. Et là, tu te dis, ouf, là on a raté quelque chose. J'étais dégoûté. Hein. Bon, alors c'était bien, c'était l'Euro 2000, c'était l'Euro en France, tout ça, c'était cool. Mais le niveau du match, fou. Il y a Ronaldo qui marque sur corner. Ah, ok, alors tout le monde dit ah ouais, il est monté à 3 mètres 03, mais super, mais il a qu'à faire du 100 hauteur s'il veut en fait. S'il a envie, il fait du 100 hauteur. Mais là, c'est du football quoi. Donc voilà, bref. Portugal avec la fameuse main du joueur en demi, oui, Abel Javier, absolument, tout à fait, avec le penalty de Zizou. Je pense d'ailleurs que je le redis, mais je pense que ce match, France-Portugal 2000, demi-finale, meilleur match ever de Zidane, devant France-Brésil en Coupe du Monde 2006, ou même Bayer Leverkusen Real en finale de Champions 2002. Jamais il a été plus haut que ça. C'est incroyable. Tout est parfait. Donc voilà. Si vous regardez le match, tout est parfait. Mais tout est parfait dans ce match. Il fait tout, il leur fait tout, et tout est parfait. Et c'est simple. Alors 2006, il a eu un trou. Hein. Il leur fait la fête première mi-temps, mais après ça s'arrête. Là, tout le match, il est dans la stratosphère. C'est hallucinant. Donc voilà. Bref. Cocu Van Nistelrooy, absolument. Cotonou, c'était du très très lourd. La Hollande, je comprends pas qu'ils aient pas gagné plus de trophées avec les joueurs de feu qu'ils ont eu. Tout à fait. Bon, déjà, ils ont perdu 78 en Argentine.
volé par la junte militaire argentine de l'époque. C'est un vrai scandale, hein. C'est du niveau de Italie, Corée du Sud 2002, hein. C'est des vols caractérisés. C'est pas est-ce que tout ça, ah peut-être tu crois que... Non, non, tout le monde le sait. Ils se sont fait voler la finale de Coupe du Monde en 1978 en Argentine. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des documents, hein, qui prouvent ça. Donc voilà. 78, c'est mérité, il m'a dit au Cotonou. C'était ouf. Il y a des documents qui prouvent ça. Et pareil pour l'Italie et la Corée du Sud, hein. Donc voilà, donc non, là il y a eu des vols, donc normalement ils devraient avoir une Coupe du Monde, je pense, au moins. Et puis c'est vrai que bon, ils ont gagné des euros quand même. C'est pas voilà. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde, malheureusement, ils font 74-78, deux finales. Merci, c'est gentil d'être venu, quoi. C'est horrible. Donc ouais. En 2022 aussi, le match contre l'Argentine, un scandale aussi. Je l'ai toujours pas digéré, ce match-là. Allemagne-France 82, c'est pas du tout un vol. Les Allemands méritent d'aller en finale, clairement. Après, bon, il y a la faute de Schumacher sur Battiston. Ouais, ça c'est vrai, mais bon. Bref. Pour les Pays-Bas, je parle, pas la France. Croatie vainqueur en 2026. Allez, vas-y, hein, Kifkoni, bonsoir déjà, ça fait plaisir que tu sois là. Là, il vous faudrait quand même une nouvelle génération rapido, ou alors que vous réussissiez comment dirais-je, à régénérer votre génération qui est quand même là en très 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 fin de course, hein. Mais bon, il y a encore des très beaux joueurs, hein, mais c'est quand même limite. Ça commence à devenir un peu limite. Donc voilà. En 22, ça va, c'était à la régulière. Ouais, ça va. Donc voilà, les favoris pour l'Euro. Allez, on va terminer, on va prendre 5 minutes juste pour parler des JO de foot. Est-ce que vous aimez pas? En ce moment, on parle que de ça, et qui va prendre Thierry Henry, etc., etc. Honnêtement, le football au JO, ça ne m'intéresse pas. Déjà d'une, parce que c'est les U23, mais les U23, ouais, c'est ça, ou 21? Non, les U23, plus 3 joueurs de plus de 23 ans, mais comme c'est pas une date FIFA, aucun des joueurs que le sélectionneur ne veut n'est obligé de venir. Donc, tu as toujours des équipes bancales dans toutes les sélections, excepté quand il y a une sélection vraiment qui va au bout, type, je sais pas, le Brésil qui veut gagner les JO chez eux pendant les Jeux, des équipes comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, tu as vraiment très peu de niveau, et les équipes sont toujours bancales, les joueurs qui viennent, c'est compliqué, en plus c'est toujours une date, là tu vois par exemple tu as l'Euro au mois de juin, un club normalement constitué qui paye un joueur en plus des millions, le gars il se dit au mois de juin il fait l'Euro, il a 3 jours de repos à peu près, puis ensuite il enchaîne les JO, moi je le paye 30 millions, on prend Kylian Mbappé, hein, je le paye 30 ou 35 millions d'euros par an, et je vais récupérer un gars qui va arriver après le début de saison, n'aura pas eu de préparation physique, probablement va se blesser, va être out quasi la moitié de la saison, ce qui est normal en fait, hein. Regarde Pedri, hein, depuis qu'il a joué ses 80 matchs là, en une saison, depuis le gars, c'est un intermittent du spectacle, hein, Pedri, et pourtant c'est quand même un joueur qui a énormément de talent. Donc vraiment, tu sais, super, enfin, tu fais pas ça, quoi. Je comprends même pas en fait pourquoi le foot est au JO. Alors oui, c'est le sport global, etc. Je comprends, mais à ce moment-là, fais jouer les moins de 19, comme ça t'es tranquille en fait. Y a pas, c'est les moins de 19, merci, c'est gentil. C'est une super compète, c'est marrant, c'est un peu le tournoi de Toulon bis. Voilà, super. Mais fais pas croire que tu fais jouer des stars. Là, il y a Léo Messi qui va revenir en chaise roulante de Miami. Mais sérieusement, mais c'est pas possible. Enfin, je sais même pas s'il va y aller ou pas, mais s'il y va, c'est ridicule. En plus, il les a déjà gagnés. Est-ce que quelqu'un même se souvient que Messi a gagné les JO? Mais tout le monde s'en fout en fait de qui a gagné les JO. Neymar a gagné les JO, super. Tu crois que ça lui fait une belle jambe? Enfin, on s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout. Donc voilà, les JO de foot, j'aime pas. Et honnêtement, là, ça prend un espace dans le football mondial. On a l'impression que tout d'un coup, ils veulent tous être la Dream Team 92. À ce moment-là, mais les équipes A de toutes les nations. Là, t'inquiète, ça va être un beau tournoi. Mais alors, cet entre-deux de moins de 23, plus de 23, alors là, c'est n'importe quoi. Mais les meilleurs, ou
retire le foot ou fais-en un tournoi de jeunes. Voilà, et comme ça, c'est réglé. Mais cet entre-deux, moi, m'insupporte. Et en plus, que ce soit pas une date FIFA, c'est-à-dire que les joueurs sont même pas obligés d'y aller, les clubs sont même pas obligés de libérer les joueurs. Alors là, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas pour le football au JO, en tous les cas, pas sous cette forme-là. Donc voilà. En Europe, on s'en fout royalement des JO. En Amérique du Sud, par contre, ça la joue à fond. Messi, Neymar l'ont gagné, par exemple. Effectivement. France, USA, Nouvelle-Zélande et une équipe asiatique. Et pourtant, tout le monde le dit, la billetterie qui marche le mieux pour le moment est de loin le foot. Ouais, mais ça, c'est complètement ouf. Il y a le skateboard au JO aussi, non? Tout à fait, t'as raison, Joe. si moi, je me souviens. Et même le breakdance cette année au JO. Ouais, voilà. Mais je pense que ce sera plus intéressant que le tour de foot. Hein. Mais bon, voilà, après, ça a permis, par exemple, à la première équipe africaine de gagner un grand tournoi international. Bon, voilà. Le Nigeria de 96 au JO d'Atlanta, je crois, de Nwankwo Kanu, etc. Bah, ok, il gagne les JO. Pour le Nigeria, c'est un vrai marqueur. Et cette génération, derrière, a fait des belles prestations en Coupe du Monde. Leurs joueurs sont exportés dans les meilleurs clubs, etc. Mais c'est particulier, parce que l'Afrique a ce rapport au football international complètement différent de ce que nous, on peut vivre en Europe. Donc voilà, donc je sais pas. Moi, je suis pas hypé. Thierry Henry, je pense toujours que c'est une trompette. Ça change rien. Ça, je le dis au passage. Bon, il en prend une, c'est comme ça. Mais je pense sincèrement que c'est une trompette en coach. Hein, attention, c'est un joueur top 20 mondial ever, all time. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, en coach, je pense sincèrement que c'est une trompette. Et je suis pas sûr que ça aille très très loin avec lui. Qui est Mbappé, Griezmann et je sais pas qui en plus ou pas, je pense pas que ça change grand chose. Donc voilà. Moi je dis non au JO, ou alors tu fais une vraie date et tu décales à la limite les euros, tu vois. Tu fais Coupe du Monde année paire, Euro année impaire, et puis JO année paire bissextile. Et tu fais ça, comme ça se décale. Tu vois, tu as une année où tu n'as rien, puis ensuite 3 années où tu as Coupe du Monde, Euro, JO. Une année où tu n'as rien, Coupe du Monde, JO, Euro. Mais ça, faut s'entendre là-dessus. C'est pas possible, tu vois. Les compétitions continentales, en fait, il faudrait toutes qu'elles soient en année impaire. Et comme ça, en fait, t'es tranquille, tu vois. Mais bon, quand tu vois la Copa América, ils la font quand ils ont besoin d'argent. Donc, tous les ans, tous les 2 ans. Ah bah non, on va le faire tous les ans. Ah bah cette année, on va le faire tous les 3 ans. Ah bah là, c'est le centenaire. On va la refaire 2 fois. Limite, c'est 2 fois, ils la font dans la même année. C'est n'importe quoi. Bon, après, malheureusement, le football en Amérique du Sud, il est géré bizarrement. Donc voilà. Mais bon. Bref, allez, un petit tour dans les commentaires avant qu'on se quitte. Tac, tac, tac. Eto a été vu pour la première fois au JO. Ouais, bien sûr, non, mais je pense que ça fait éclore des joueurs. Hein, attention, hein, même dans les moins de 23, là, Désiré Doué, par exemple, je pense qu'il va crever l'écran aussi grâce au JO. Donc, pas de souci. Mbappé, indispensable. Je sais pas, indispensable pour les JO. Je suis pas sûr, honnêtement. Quitte à aller au JO avec une équipe de moins de 23, vas-y, quoi. Avec une équipe de moins de 23, quoi. Mais une équipe de moins de 23 vraiment forte. Franchement, en France, on peut faire une équipe de moins de 23 ouf, hein, si tous les clubs jouent le jeu. Hein. Donc, voilà. Par exemple, sans tricher, me donner le vainqueur du foot des JO 2012, c'est impossible. Bon, probablement, je sais pas qui c'est. 2012... 2012... Je sais pas. C'est qui? Si tu as la réponse. Gendouzi au JO, pour les cheveux. Ah, le Mexique. Ah ouais, alors, je savais pas du tout que c'était le Mexique qui a gagné les JO 2012. Non, mais en fait, on s'en fout. C'est ça le truc. Alors, peut-être qu'il y a des continents où on s'en fout pas, mais en Europe, on s'en fout, en général. Donc voilà. Bref. Mais non, Louis, je pense pas que Mbappé soit indispensable pour les JO. En fait, on s'en fout des JO, au foot. C'est comme ça. Il y a des sports dans lesquels les JO, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Mais bon. Le Brésil est double tenant. Eux, ils le jouent à fond. Ouais, c'est vrai. Puis ils ont ça permet aussi... Enfin, c'est plein de choses, le Brésil. Ça permet aussi de vendre leurs joueurs. Ils mettent en avant des joueurs qui sont du pays, beaucoup au JO. Plus une ou deux stars, voilà. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais en Amérique du Sud, ça a un petit peu de sens. Bon, et en Afrique aussi, mais en Europe, je suis pas sûr. En Asie, bon, bah, ils aimeraient bien peut-être, mais ça marche pas pour l'instant, mais voilà, quoi.
Quoi qu'un jour, le Japon, s'ils mettent la grosse équipe, va savoir. Ils peuvent peut-être faire quelque chose, hein. Ils ont une bonne formation, le Japon. Hein. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, sur un avis tranché sur les JO de ma part, et puis de votre part aussi d'ailleurs, vous avez donné votre avis. Ça a été un plaisir de passer tout ce temps avec vous. C'était la trêve internationale et pourtant on a trouvé plein de sujets pour discuter foot comme d'habitude. Ça a été un plaisir, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine de foot international, et puis la semaine prochaine, on retrouvera normalement, hein, si je ne m'abuse, notre cher championnat. Donc voilà, attends, on va vérifier quand même. Mais je crois bien que la semaine prochaine reprennent les championnats. Qu'est-ce qu'on a? Absolument, c'est reparti. C'est reparti mon kiki avec un Manchester City Arsenal dimanche 31 à 17h30. Hein. Le titre probablement va jouer en très grande partie ce jour-là. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un superbe Real Athletic Bilbao, hein, le premier contre le quatrième, donc très gros match aussi en Espagne. Donc voilà. Et en France, un Marseille-Paris Saint-Germain. Donc c'est une très belle journée, hein, ça reprend bien. Et samedi, qu'est-ce qu'on a le samedi? Le samedi en Angleterre, on n'a pas des dingueries, hein, on va pas se le cacher. En Espagne, non plus. Et en Allemagne, en Allemagne, der Klassiker, hein, Bayern Borussia Dortmund. Donc bon, le deuxième contre le quatrième. Vraiment sympa, hein, ce week-end de reprise, très très sympa. Avec un Lazio, Juventus, Fiorentina, AC Milan et Naples, Atalanta le samedi. Franchement, ça va être cool. Hein. Écoute, je me réjouis de parler football européen la semaine prochaine. Donc voilà, on va enfin pouvoir revenir à nos fondamentaux. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite d'être heureux. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, lundi soir à 20h, en direct sur Twitch et sur YouTube en simultané. Comme ça, vous choisissez. Et merci encore d'avoir été là. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.